Je vous salue tous. Aujourd'hui, une histoire hors norme, née au cœur de la guerre froide. Un char plus bas qu'un homme, une silhouette écrasée contre le sol, presque irréelle. Une tourelle enfermée dans une autre tourelle, tournant en sens inverse. 2 hommes seulement pour contrôler toute la machine. Et au lieu d'obus classiques, des missiles capables de percer un demi-mètre d'acier. À première vue, cela ressemble à une invention de science-fiction. Pourtant, ce char a réellement existé. Il a été conçu, assemblé, testé. Et pendant des décennies, personne à l'Ouest n'a même soupçonné son existence. Le début des années 60 marque un tournant brutal dans l'histoire de la guerre blindée. La guerre froide est entrée dans sa phase la plus tendue. L'Union soviétique et les États-Unis s'affrontent sur tous les terrains possibles. Le ciel, avec la course aux missiles et à l'espace. Les océans, avec les sous-marins nucléaires. Et la terre ferme, où les chars restent l'outil décisif d'une guerre continentale potentielle. À ce moment précis, les ingénieurs soviétiques arrivent à une conclusion inquiétante. Le développement classique des chars touche à une limite dangereuse. Les blindages deviennent de plus en plus épais. Les canons grossissent pour les percer. Mais chaque augmentation de calibre entraîne une hausse de la masse, du recul, des dimensions. Les chars deviennent plus lourds, plus hauts, plus visibles. Et surtout, plus vulnérables aux nouvelles menaces. Il faut changer de logique. Une idée radicale circule déjà depuis plusieurs années dans les bureaux d'études. Et si le char cessait de tirer des obus pour tirer des missiles guidés? La logique est séduisante. Un missile vole plus loin qu'un projectile classique. Il peut être corrigé en vol. Sa charge cumulative perce le blindage indépendamment du calibre du lanceur. Plus besoin d'un canon géant. Plus besoin d'un char massif pour absorber le recul. Théoriquement, un véhicule plus petit pourrait devenir bien plus dangereux qu'un géant d'acier. Plusieurs bureaux tentent leur chance. Certains imaginent des plateformes sans tourelles. D'autres conçoivent des hybrides mêlant canons et missiles. Mais les résultats sont décevants. Les prototypes sont trop volumineux, trop fragiles ou trop spécialisés. Aucun ne répond vraiment à l'exigence principale de l'armée soviétique. Une machine compacte, difficile à détecter, capable de frapper loin et fort. En 1962, une nouvelle tentative est lancée. Le site choisi n'est pas anodin. Le combinat de tracteurs de Tcheliabinsk reçoit la mission de développer un char radicalement nouveau. Le projet est confié au bureau SKB 75. À sa tête, un ingénieur expérimenté, Pavel Pavlovitch Isakov. La tâche qui lui est confiée frôle l'impossible. Concevoir un char de hauteur minimale, armé de missiles guidés, rapide, mobile et suffisamment fiable pour un usage militaire réel. Les exigences sont strictes. La silhouette doit être si basse qu'elle disparaît derrière le moindre relief. L'armement doit permettre de détruire n'importe quel char adverse à longue distance. Et tout cela doit tenir dans une machine produisible en série, sans coûts extravagants. Isakov comprend immédiatement qu'aucune solution classique ne permettra d'atteindre ses objectifs. Il faut repartir de zéro. Et tout commence par le choix du cœur du projet, le système de missiles. Au printemps de l'année 1963, une décision officielle est prise au plus haut niveau. 2 complexes concurrents entrent en développement simultané. Astra et Rubin. Les 2 sont modernes, ambitieux, prometteurs. Pendant des mois, les équipes testent, comparent, calculent. Dimension, masse, fiabilité, efficacité. Chaque détail compte, car toute la conception du char dépendra de ce choix. En mars de l'année 1964, le verdict tombe. Rubin est retenu. Astra est abandonné. À partir de cet instant, le projet prend une direction irréversible. Mais le choix de Rubin ouvre immédiatement un problème majeur. La fusée est imposante. Son calibre atteint 125 mm. Sa longueur dépasse largement 1,5 m. Sa charge cumulative est capable de perforer jusqu'à 500 mm d'acier vertical. Sa portée dépasse 4 km. Sur le plan militaire, c'est une arme redoutable. Sur le plan de l'intégration, c'est un cauchemar. L'électronique de guidage est volumineuse.
L'ensemble du système occupe un espace considérable et pèse près de 200 kg. À cela s'ajoutent les missiles eux-mêmes, le mécanisme de chargement, les dispositifs de contrôle. Et il faut encore placer un moteur, une transmission, des réservoirs, une suspension et surtout un équipage. Isakov prend alors une décision que beaucoup jugent insensée. Réduire l'équipage à 2 hommes seulement. Pas de chargeur, pas de tireurs séparés, pas d'opérateur radio dédié. Tout sera automatisé. Le commandant contrôlera l'armement et le guidage. Le conducteur pilotera la machine. Chaque centimètre gagné à l'intérieur permet de réduire la hauteur globale. Cette décision marque la naissance d'un char hors norme, un véhicule où les hommes ne dominent plus la machine, mais s'y fondent presque. Un char si bas que son toit arrive à peine à hauteur d'homme. Un char où chaque choix technique est poussé à l'extrême. À la fin de l'année 1963, le projet technique est achevé. Les plans sont validés. La fabrication du premier prototype commence. Dans les ateliers de Tcheliabinsk, les ouvriers assemblent une machine qui ne ressemble à rien de connu. Large, écrasée, presque plate. Une silhouette qui semble défier toutes les règles établies du char de combat. Et ce n'est que le début. Lorsque les premiers éléments du prototype prennent forme, les ingénieurs comprennent qu'ils ont franchi un point de non-retour. Le projet n'est plus une théorie audacieuse, mais une machine réelle, dont chaque choix technique impose des conséquences en chaîne. À mesure que la silhouette du char se dessine, une évidence s'impose. Pour atteindre une hauteur inférieure à celle d'un homme, il faudra bouleverser l'architecture même du char de combat. Le premier sacrifice est l'espace intérieur. À l'intérieur de la coque, il n'y a plus de place pour un équipage réparti de manière classique. Tout doit être compacté, superposé, imbriqué. Isakov et son équipe décident alors de faire ce que presque personne n'a osé auparavant. Placer l'ensemble de l'équipage dans la tourelle. Non pas une tourelle classique, mais une structure entièrement repensée, aplatie, élargie, presque écrasée contre la caisse. 2 hommes seulement prennent place à bord. Le commandant, qui cumule les fonctions de chef de char, de tireur et d'opérateur du système de missiles, s'installe à droite de l'armement. Devant lui, un ensemble dense de commandes, d'optiques et de dispositifs électroniques. Sa charge de travail est énorme. Il doit détecter la cible, la suivre, déclencher le tir, puis guider le missile jusqu'à l'impact. Dans ce char, aucune fonction n'est superflue. Chaque geste compte. Le conducteur, quant à lui, occupe une position encore plus inhabituelle. Il n'est pas installé dans la caisse, comme sur tous les chars classiques, mais dans une petite tourelle individuelle intégrée à la tourelle principale. À première vue, cette solution semble absurde. Si la tourelle tourne, le conducteur tourne avec elle. Impossible de garder une orientation stable, impossible de conduire correctement. C'est ici qu'intervient l'une des solutions les plus déroutantes du projet. La tourelle du conducteur est montée sur une couronne indépendante. Lorsque la tourelle principale pivote dans un sens, celle du conducteur pivote automatiquement dans le sens opposé, à la même vitesse. Le résultat est spectaculaire. Peu importe la direction de l'armement, le conducteur reste toujours orienté vers l'avant du char, aligné avec la trajectoire. Le mécanisme exige une précision extrême. 2 systèmes de rotation doivent fonctionner en parfaite synchronisation. Le moindre décalage peut désorienter le conducteur, provoquer une perte de contrôle ou un retard de réaction. Les ingénieurs le savent, ils n'ont pourtant pas d'alternative. Sans cette solution, le concept entier s'effondre. La protection de l'équipage est pensée dans une logique nouvelle. Le blindage frontal n'est pas exceptionnel par son épaisseur brute, mais par sa combinaison avec la hauteur extrêmement réduite. La surface exposée est minimale. À cela s'ajoutent des revêtements internes spéciaux destinés à réduire les effets des radiations en cas d'explosion nucléaire. Le char est conçu pour survivre dans un champ de bataille du futur, où l'arme atomique tactique n'est plus une hypothèse abstraite. Pour maintenir une silhouette aussi basse, Isakov rejette la suspension classique à barre de torsion. À la place, il adopte une suspension hydropneumatique. Ce choix ouvre des possibilités inédites.
le char peut modifier sa garde au sol. En position de tir, il s'abaisse encore davantage, se collant presque au terrain. En déplacement, il peut se relever pour franchir des obstacles. La machine semble capable de s'accroupir puis de se redresser selon la situation tactique. Mais cette sophistication a un prix. Le système est complexe, sensible, vulnérable aux dommages. Chaque conduite hydraulique devient un point critique. Une fuite et la mobilité est compromise. Pourtant, le gain en discrétion est jugé suffisant pour justifier ce risque. L'armement lui-même impose une refonte complète des habitudes. Le lanceur D-126 n'est pas un canon au sens traditionnel. Il sert avant tout à expulser le missile hors du tube. La propulsion réelle intervient ensuite, lorsque la fusée allume son moteur en vol. Le char peut tirer des missiles guidés du complexe Rubin, mais aussi des projectiles non guidés destinés à des cibles secondaires. Un compromis nécessaire pour éviter de gaspiller des armes coûteuses. Le chargement est semi-automatique. Les missiles sont stockés dans des racks internes, manipulés par des mécanismes qui doivent fonctionner sans erreur. L'espace est compté. Chaque mouvement est optimisé. Les ingénieurs luttent contre les lois de la physique et de l'ergonomie. Tout ce qui dépasse est éliminé. Sous le capot arrière, un moteur diesel compact mais puissant est installé. Sa puissance est suffisante pour offrir au char une mobilité impressionnante au regard de sa masse. Sur le papier, les performances sont prometteuses. Le char peut atteindre des vitesses élevées pour un engin aussi bas et aussi dense. Il n'est pas conçu pour foncer à découvert, mais pour se repositionner rapidement, frapper, puis disparaître. À la fin de l'année 1964, le prototype est enfin assemblé. Dans l'atelier, il attire immédiatement les regards. Même parmi des chars expérimentaux, il paraît étrange. Large, aplati, presque irréel. Sa tourelle semble écrasée sous un poids invisible. Aucun élément ne dépasse inutilement. Tout est sacrifié au profil le plus bas possible. Ceux qui le voient pour la première fois ont du mal à croire qu'il s'agit bien d'un char. Il ressemble davantage à une machine furtive qu'à un blindé classique. Un engin conçu pour ne pas être vu, pour apparaître brièvement, frapper à distance, puis se fondre dans le relief. Mais une question commence à circuler dans les esprits. Une machine aussi extrême peut-elle réellement fonctionner dans des conditions de combat ? Les ingénieurs ont repoussé toutes les limites. Il ne reste plus qu'une étape. L'épreuve décisive du terrain. Lorsque le prototype quitte enfin les ateliers pour rejoindre le polygone d'essai, l'atmosphère change radicalement. Jusqu'ici, le projet a vécu dans les plans, les calculs et les discussions techniques. Désormais, la machine va devoir prouver sa valeur dans la poussière, le froid, les vibrations et l'imprévu. Pour les ingénieurs, c'est le moment de vérité. Pour les militaires, c'est le début du doute. Dès les premiers mètres parcourus, une chose saute aux yeux. Le char se déplace d'une manière inhabituelle. Sa silhouette extrêmement basse modifie complètement la perception de sa vitesse et de son comportement. Là où un char classique donne l'impression de dominer le terrain, celui-ci semble s'y fondre, glisser presque au ras du sol. À distance, il devient difficile à distinguer, même sur un terrain relativement dégagé. La mobilité est rapidement évaluée. Le moteur diesel 5 TDF développe une puissance suffisante pour déplacer la machine avec une aisance inattendue. Sur route, le char atteint des vitesses élevées pour un engin de ce gabarit. Les accélérations sont franches, la réponse aux commandes précise. La suspension hydropneumatique absorbe efficacement les irrégularités du terrain. Le char passe là où l'on ne l'attend pas, franchit des zones meubles avec une stabilité surprenante. Les observateurs prennent des notes. Sur ce point précis, le concept semble tenir ses promesses. Le char est rapide, bas, difficile à repérer. Dans une embuscade ou une position préparée, il pourrait devenir une menace sérieuse. Mais cette première impression positive ne tarde pas à se fissurer. Très vite, le problème de la visibilité apparaît comme une faiblesse majeure. Le commandant, concentré dans sa tourelle écrasée, dispose d'un champ de vision extrêmement limité. Les dispositifs optiques sont étroits, contraignants. Observer l'environnement demande un effort constant. Chaque balayage du terrain prend du temps. Dans un combat réel,
ce délai pourrait être fatal. La situation est encore plus délicate pour le conducteur. Malgré le système ingénieux de rotation inverse de sa tourelle, son observation du terrain reste insuffisante. Il voit peu, mal, et toujours à travers des instruments. Conduire un véhicule de plusieurs dizaines de tonnes avec une vision aussi réduite devient un exercice éprouvant. La moindre erreur de trajectoire peut entraîner un arrêt brutal ou un enlisement. Les militaires commencent à s'interroger. Un char difficile à voir pour l'ennemi est une chose. Un char presque aveugle pour son propre équipage en est une autre. Viennent ensuite les essais de tir. Et c'est ici que l'enthousiasme retombe brutalement. Le lancement d'un missile guidé n'a rien de comparable à un tir d'obus classique. La procédure est longue, exigeante. Le commandant doit maintenir la cible dans son viseur pendant toute la durée du vol. La concentration est maximale. Le moindre mouvement parasite, la moindre vibration peut perturber le guidage. Sur le papier, le complexe Rubin est redoutable. En pratique, la réalité est moins flatteuse. Les premières séries de tirs révèlent un taux de défaillance inquiétant. Certains missiles dévient de leur trajectoire, d'autres perdent le signal de guidage. Il arrive même que le lancement échoue complètement, la fusée restant bloquée ou quittant le tube de manière instable. Les ingénieurs invoquent des réglages imparfaits, des conditions expérimentales, des améliorations à venir. Mais les militaires observent froidement les chiffres. Un système d'armement qui fonctionne de manière aléatoire est inacceptable. Sur un champ de bataille, il n'y a pas de seconde chance. La comparaison avec un canon classique devient cruelle. Un obus est simple, robuste, fiable. Un missile, lui, dépend d'une électronique fragile, sensible aux interférences, aux chocs, à la poussière. Or, le char est conçu pour évoluer précisément dans des environnements hostiles à l'électronique. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le mécanisme de chargement automatique, indispensable pour maintenir un équipage réduit, se révèle capricieux. Des blocages surviennent. Les cycles de chargement doivent parfois être interrompus. Chaque incident impose une intervention manuelle, lente, compliquée dans l'espace exigu de la tourelle. À cela s'ajoute la maintenance générale. Le char est une concentration de systèmes complexes, hydraulique, électronique, mécanique de précision. Chaque sous-système fonctionne, mais exige une attention constante. Les techniciens réalisent rapidement que l'entretien de cette machine dépasse largement les capacités d'un atelier de campagne classique. La moindre panne sérieuse immobiliserait le char pendant des heures, voire des jours. Au fil des semaines, l'image du char évolue. Ce qui apparaissait comme une prouesse technologique commence à ressembler à un objet trop fragile pour la réalité du combat, trop sophistiqué, trop exigeant, trop dépendant de conditions idéales. Pourtant, personne ne parle encore d'échec. Le projet est encore jeune, les essais se poursuivent, des ajustements sont tentés. Les ingénieurs modifient certains réglages, affinent les procédures. Mais une question devient de plus en plus pressante. Cette machine, aussi innovante soit-elle, peut-elle réellement être utilisée par une armée de masse, dans une guerre réelle, sale, chaotique? Dans les couloirs, les discussions changent de ton. On ne parle plus seulement de performance, mais de compromis, de coûts, de formation des équipages, de logistique. Autant de domaines où le char plat comme une crêpe commence à accumuler des handicaps. Et pendant que ce prototype lutte pour prouver sa pertinence, ailleurs, d'autres ingénieurs explorent une idée beaucoup plus simple, une idée qui pourrait rendre tout ce projet inutile. Lorsque le prototype quitte enfin les ateliers pour rejoindre le polygone d'essai, l'atmosphère change radicalement. Jusqu'ici, le projet a vécu dans les plans, les calculs et les discussions techniques. Désormais, la machine va devoir prouver sa valeur dans la poussière, le froid, les vibrations et l'imprévu. Pour les ingénieurs, c'est le moment de vérité. Pour les militaires, c'est le début du doute. Dès les premiers mètres parcourus, une chose saute aux yeux. Le char se déplace d'une manière inhabituelle. Sa silhouette extrêmement basse modifie complètement la perception de sa vitesse et de son comportement. Là où un char classique donne l'impression de dominer le terrain, celui-ci semble s'y fondre, glisser presque au ras du sol. À distance, il devient difficile à distinguer,
même sur un terrain relativement dégagé. La mobilité est rapidement évaluée. Le moteur diesel 5 TDF développe une puissance suffisante pour déplacer la machine avec une aisance inattendue. Sur route, le char atteint des vitesses élevées pour un engin de ce gabarit. Les accélérations sont franches, la réponse aux commandes précise. La suspension hydropneumatique absorbe efficacement les irrégularités du terrain. Le char passe là où l'on ne l'attend pas, franchit des zones meubles avec une stabilité surprenante. Les observateurs prennent des notes. Sur ce point précis, le concept semble tenir ses promesses. Le char est rapide, bas, difficile à repérer. Dans une embuscade ou une position préparée, il pourrait devenir une menace sérieuse. Mais cette première impression positive ne tarde pas à se fissurer. Très vite, le problème de la visibilité apparaît comme une faiblesse majeure. Le commandant, concentré dans sa tourelle écrasée, dispose d'un champ de vision extrêmement limité. Les dispositifs optiques sont étroits, contraignants. Observer l'environnement demande un effort constant. Chaque balayage du terrain prend du temps. Dans un combat réel, ce délai pourrait être fatal. La situation est encore plus délicate pour le conducteur. Malgré le système ingénieux de rotation inverse de sa tourelle, son observation du terrain reste insuffisante. Il voit peu, mal, et toujours à travers des instruments. Conduire un véhicule de plusieurs dizaines de tonnes avec une vision aussi réduite devient un exercice éprouvant. La moindre erreur de trajectoire peut entraîner un arrêt brutal ou un enlisement. Les militaires commencent à s'interroger. Un char difficile à voir pour l'ennemi est une chose. Un char presque aveugle pour son propre équipage en est une autre. Viennent ensuite les essais de tir. Et c'est ici que l'enthousiasme retombe brutalement. Le lancement d'un missile guidé n'a rien de comparable à un tir d'obus classique. La procédure est longue, exigeante. Le commandant doit maintenir la cible dans son viseur pendant toute la durée du vol. La concentration est maximale. Le moindre mouvement parasite, la moindre vibration peut perturber le guidage. Sur le papier, le complexe Rubin est redoutable. En pratique, la réalité est moins flatteuse. Les premières séries de tirs révèlent un taux de défaillance inquiétant. Certains missiles dévient de leur trajectoire. D'autres perdent le signal de guidage. Il arrive même que le lancement échoue complètement, la fusée restant bloquée ou quittant le tube de manière instable. Les ingénieurs invoquent des réglages imparfaits, des conditions expérimentales, des améliorations à venir. Mais les militaires observent froidement les chiffres. Un système d'armement qui fonctionne de manière aléatoire est inacceptable. Sur un champ de bataille, il n'y a pas de seconde chance. La comparaison avec un canon classique devient cruelle. Un obus est simple, robuste, fiable. Un missile, lui, dépend d'une électronique fragile, sensible aux interférences, aux chocs, à la poussière. Or, le char est conçu pour évoluer précisément dans des environnements hostiles à l'électronique. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le mécanisme de chargement automatique, indispensable pour maintenir un équipage réduit, se révèle capricieux. Des blocages surviennent. Les cycles de chargement doivent parfois être interrompus. Chaque incident impose une intervention manuelle, lente, compliquée dans l'espace exigu de la tourelle. À cela s'ajoute la maintenance générale. Le char est une concentration de systèmes complexes, hydraulique, électronique, mécanique de précision. Chaque sous-système fonctionne, mais exige une attention constante. Les techniciens réalisent rapidement que l'entretien de cette machine dépasse largement les capacités d'un atelier de campagne classique. La moindre panne sérieuse immobiliserait le char pendant des heures, voire des jours. Au fil des semaines, l'image du char évolue. Ce qui apparaissait comme une prouesse technologique commence à ressembler à un objet trop fragile pour la réalité du combat. Trop sophistiqué, trop exigeant, trop dépendant de conditions idéales. Pourtant, personne ne parle encore d'échec. Le projet est encore jeune, les essais se poursuivent. Des ajustements sont tentés. Les ingénieurs modifient certains réglages, affinent les procédures. Mais une question devient de plus en plus pressante. Cette machine, aussi innovante soit-elle, peut-elle réellement être utilisée par une armée de masse, dans une guerre réelle,
sale, chaotique. Dans les couloirs, les discussions changent de ton. On ne parle plus seulement de performance, mais de compromis, de coûts, de formation des équipages, de logistique. Autant de domaines où le char plat comme une crêpe commence à accumuler des handicaps. Et pendant que ce prototype lutte pour prouver sa pertinence, ailleurs, d'autres ingénieurs explorent une idée beaucoup plus simple. Une idée qui pourrait rendre tout ce projet inutile. Lorsque le prototype quitte enfin les ateliers pour rejoindre le polygone d'essai, l'atmosphère change radicalement. Jusqu'ici, le projet a vécu dans les plans, les calculs et les discussions techniques. Désormais, la machine va devoir prouver sa valeur dans la poussière, le froid, les vibrations et l'imprévu. Pour les ingénieurs, c'est le moment de vérité. Pour les militaires, c'est le début du doute. Dès les premiers mètres parcourus, une chose saute aux yeux. Le char se déplace d'une manière inhabituelle. Sa silhouette extrêmement basse modifie complètement la perception de sa vitesse et de son comportement. Là où un char classique donne l'impression de dominer le terrain, celui-ci semble s'y fondre, glisser presque au ras du sol. À distance, il devient difficile à distinguer, même sur un terrain relativement dégagé. La mobilité est rapidement évaluée. Le moteur diesel 5 TDF développe une puissance suffisante pour déplacer la machine avec une aisance inattendue. Sur route, le char atteint des vitesses élevées pour un engin de ce gabarit. Les accélérations sont franches, la réponse aux commandes précise. La suspension hydropneumatique absorbe efficacement les irrégularités du terrain. Le char passe là où l'on ne l'attend pas, franchit des zones meubles avec une stabilité surprenante. Les observateurs prennent des notes. Sur ce point précis, le concept semble tenir ses promesses. Le char est rapide, bas, difficile à repérer. Dans une embuscade ou une position préparée, il pourrait devenir une menace sérieuse. Mais cette première impression positive ne tarde pas à se fissurer. Très vite, le problème de la visibilité apparaît comme une faiblesse majeure. Le commandant, concentré dans sa tourelle écrasée, dispose d'un champ de vision extrêmement limité. Les dispositifs optiques sont étroits, contraignants. Observer l'environnement demande un effort constant. Chaque balayage du terrain prend du temps. Dans un combat réel, ce délai pourrait être fatal. La situation est encore plus délicate pour le conducteur. Malgré le système ingénieux de rotation inverse de sa tourelle, son observation du terrain reste insuffisante. Il voit peu, mal, et toujours à travers des instruments. Conduire un véhicule de plusieurs dizaines de tonnes avec une vision aussi réduite devient un exercice éprouvant. La moindre erreur de trajectoire peut entraîner un arrêt brutal ou un enlisement. Les militaires commencent à s'interroger. Un char difficile à voir pour l'ennemi est une chose. Un char presque aveugle pour son propre équipage en est une autre. Viennent ensuite les essais de tir. Et c'est ici que l'enthousiasme retombe brutalement. Le lancement d'un missile guidé n'a rien de comparable à un tir de but classique. La procédure est longue, exigeante. Le commandant doit maintenir la cible dans son viseur pendant toute la durée du vol. La concentration est maximale. Le moindre mouvement parasite, la moindre vibration peut perturber le guidage. Sur le papier, le complexe Rubin est redoutable. En pratique, la réalité est moins flatteuse. Les premières séries de tirs révèlent un taux de défaillance inquiétant. Certains missiles dévient de leur trajectoire. D'autres perdent le signal de guidage. Il arrive même que le lancement échoue complètement, la fusée restant bloquée ou quittant le tube de manière instable. Les ingénieurs invoquent des réglages imparfaits, des conditions expérimentales, des améliorations à venir. Mais les militaires observent froidement les chiffres. Un système d'armement qui fonctionne de manière aléatoire est inacceptable. Sur un champ de bataille, il n'y a pas de seconde chance. La comparaison avec un canon classique devient cruelle. Un obus est simple, robuste, fiable. Un missile, lui, dépend d'une électronique fragile, sensible aux interférences, aux chocs, à la poussière. Or, le char est conçu pour évoluer précisément dans des environnements hostiles à l'électronique. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le mécanisme de chargement automatique, indispensable pour maintenir un équipage réduit, se révèle capricieux. Des blocages surviennent. Les cycles de chargement doivent parfois être interrompus.
Chaque incident impose une intervention manuelle, lente, compliquée dans l'espace exigu de la tourelle. À cela s'ajoute la maintenance générale. Le char est une concentration de systèmes complexes, hydraulique, électronique, mécanique de précision. Chaque sous-système fonctionne, mais exige une attention constante. Les techniciens réalisent rapidement que l'entretien de cette machine dépasse largement les capacités d'un atelier de campagne classique. La moindre panne sérieuse immobiliserait le char pendant des heures, voire des jours. Au fil des semaines, l'image du char évolue. Ce qui apparaissait comme une prouesse technologique commence à ressembler à un objet trop fragile pour la réalité du combat, trop sophistiqué, trop exigeant, trop dépendant de conditions idéales. Pourtant, personne ne parle encore d'échec. Le projet est encore jeune, les essais se poursuivent, des ajustements sont tentés. Les ingénieurs modifient certains réglages, affinent les procédures. Mais une question devient de plus en plus pressante. Cette machine, aussi innovante soit-elle, peut-elle réellement être utilisée par une armée de masse, dans une guerre réelle, sale, chaotique? Dans les couloirs, les discussions changent de ton. On ne parle plus seulement de performance, mais de compromis, de coûts, de formation des équipages, de logistique. Autant de domaines où le char plat comme une crêpe commence à accumuler des handicaps. Et pendant que ce prototype lutte pour prouver sa pertinence, ailleurs, d'autres ingénieurs explorent une idée beaucoup plus simple. Une idée qui pourrait rendre tout ce projet inutile. Le sort du char est scellé non par un échec spectaculaire, mais par une comparaison silencieuse. Pendant que le prototype poursuit ses essais, ailleurs, dans d'autres bureaux d'études, une idée beaucoup plus pragmatique prend forme. Elle ne cherche pas à réinventer entièrement le char de combat. Elle cherche à l'améliorer sans le transformer en monstre technologique. Cette idée est simple. Au lieu de créer un char exclusivement dédié aux missiles, pourquoi ne pas permettre à un char classique de tirer aussi bien des obus que des missiles guidés depuis son canon standard? Une seule plateforme, une seule tourelle, un seul équipage et une flexibilité maximale. Pour les militaires, cette approche change tout. Elle promet la portée et la précision du missile sans sacrifier la fiabilité, la visibilité, ni la simplicité d'entretien. Elle évite les mécanismes exotiques, les systèmes trop sensibles et les architectures radicales. Elle permet surtout de conserver des chars compréhensibles par les équipages et réparables sur le terrain. À partir de ce moment, le char plat comme une crêpe cesse d'être une solution. Il devient une référence de comparaison. Chaque avantage qu'il offre est désormais mis en balance avec son coût opérationnel. Et chaque comparaison lui est défavorable. Le projet n'est pas arrêté brutalement. Il s'éteint progressivement. Les essais sont espacés, les priorités changent. Les équipes qui travaillaient sur ce prototype sont redéployées vers des programmes jugés plus prometteurs. Le char reste physiquement présent, mais il n'a plus d'avenir industriel. Dans les documents internes, le ton devient neutre. On ne parle plus de percée technologique, mais de retour d'expérience. Les solutions mises au point sont analysées, décortiquées, puis extraites de leur contexte. Certaines idées sont jugées exploitables, d'autres sont définitivement écartées. La suspension hydropneumatique attire l'attention. La réduction extrême du profil est étudiée. L'automatisation partielle du chargement est considérée comme une voie d'avenir. Mais la tourelle dans la tourelle, la rotation inversée du poste de conduite et la dépendance totale aux missiles guidés sont abandonnées. Le prototype devient alors un banc d'essai roulant. Il sert à accumuler des données, à vérifier des hypothèses, à pousser certaines technologies jusqu'à leurs limites. Mais il ne sera jamais produit en série, jamais intégré à une unité, jamais déployé. Officiellement, le projet est clos à la fin des années 60. Un seul exemplaire a été entièrement achevé. Un second est resté inachevé. Aucun autre ne verra le jour. La machine qui devait représenter l'avenir du combat blindé disparaît discrètement des programmes actifs. Et pourtant, l'aspect le plus étonnant de cette histoire ne concerne ni sa conception, ni ses essais, ni même son abandon. Pendant près de 3 décennies, l'existence même de ce char reste inconnue en dehors d'un cercle extrêmement restreint. Aucun défilé, aucune photographie officielle.
Aucun article dans la presse spécialisée occidentale. Aucun indice exploitable pour les services de renseignement adverses. Le projet reste enfoui sous le secret, comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'est qu'après la disparition de l'Union soviétique que les premières informations émergent. Les images apparaissent, les descriptions techniques circulent, et les experts occidentaux découvrent, stupéfaits, qu'un char plus bas qu'un homme, doté d'une architecture aussi radicale, avait été conçu et testé dans les années 60. Les premières réactions sont l'incrédulité, puis l'admiration, puis les questions. Pourquoi une machine aussi audacieuse n'a-t-elle jamais été vue? Pourquoi personne n'en a parlé? Et surtout, comment un projet aussi extrême a-t-il pu rester invisible aussi longtemps? Le char, lui, existe toujours. Silencieux, imposant malgré sa hauteur réduite. Il incarne une époque où l'on croyait encore qu'une rupture technologique totale pouvait, à elle seule, redéfinir la guerre terrestre. Une époque où l'on osait tout remettre en cause, même les principes les plus fondamentaux du char de combat. Aujourd'hui, son héritage ne se mesure pas en batailles gagnées, mais en idées testées, abandonnées ou transformées. Le char plat comme une crêpe n'a jamais tiré en colère. Il n'a jamais affronté l'ennemi. Mais il a prouvé une chose essentielle. L'innovation absolue, sans compromis, peut parfois aller trop loin. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like sous la vidéo pour soutenir le travail de la chaîne. Partagez votre avis dans les commentaires et dites-moi quelle autre machine militaire hors norme vous aimeriez voir racontée ici. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits consacrés aux projets les plus audacieux et les plus étranges de l'histoire militaire.